Ravi de vous retrouver sur le plateau de Lady vous écoute. Nous parlons de l'actualité des femmes, comme d'habitude, avec nos invités du jour. Merci de recevoir avec moi, toute de rouge vêtue, Isabelle Mourgère. Bonjour Isabelle. Bonjour. Journaliste à TV5 Monde dans Les Terriennes. On vous retrouve et d'ailleurs, la majorité des sujets que nous allons traiter sont aussi en profondeur abordés dans le site Terrienne. Avec nous sur le plateau, et je suis ravie que vous ayez pu venir, Fatih Zébir. Bonjour Fatih. Bonjour. Journaliste, militante, femme de terrain, je ne saurais pas dire mieux. Merci d'être là. Alors ensemble, si vous le voulez bien, nous allons commencer cette actualité des femmes par une actualité, s'il en est une, c'est Gisela Mota, élue maire au Mexique et malheureusement assassinée le lendemain même des élections. Je voudrais vous laisser réagir à cela chacune, Isabelle. On sait que c'est déjà très difficile pour les femmes de se faire une place en politique. Au Mexique, on imagine que ça a dû être très difficile, très compliqué. C'est une jeune femme, 33 ans, vous imaginez. Seulement. Donc élue maire, bon, elle est d'un parti démocrate, militante, et surtout dans sa campagne, elle prenait la lutte contre la corruption et la lutte contre les narcotrafiquants. Et ça leur a pas plu du tout. Et c'est ce qui, sans doute, lui a coûté la vie, avec une scène totalement horrible, hein. Un commando est arrivé armé chez elle. Elle venait de fêter, elle avait passé la nuit chez elle à fêter son élection. Absolument. Et elle était en pyjama, et voilà, des hommes armés sont entrés. Sa mère a voulu se sacrifier, enfin en quelque sorte, en disant voilà, c'est moi qu'il faut tuer. Et elle a dit non, c'est bien moi, Gisela, si vous devez tuer quelqu'un, tuez-moi. Et donc elle a été abattue devant les membres de sa famille. Fatih Zébir, la politique, vous connaissez bien. Jeune et en politique et élue, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, donc. Non, je pense qu'elle a été un peu maladroite, bien qu'il fallait qu'elle dise la vérité pour qu'elle soit élue. Il faut que les femmes cachent leur programme politique, c'est cela? Non, je ne dis pas ça. Au contraire, c'est parce que nous, les femmes, on est tellement franches. On dit ce qu'on veut faire, et puis on le dit parce que par rapport aux hommes qui nous poussent à partir, à sortir du milieu politique, on est obligé de donner toutes nos compétences. Et c'est comme ça, quoi. Mais on ne peut pas faire autrement. Mais c'est ça le... Elle connaissait le risque. Hein, elle connaissait le risque, c'est le risque de la vie politique. Mais alors, on peut anticiper sur ce que d'autres jeunes filles voudraient faire, celles qui voudraient s'engager en politique. C'est un signal fort. Est-ce que vous pensez qu'il va être entendu? Est-ce que vous pensez que les jeunes femmes vont reculer devant cette... Ah non, ça je ne leur conseille pas du tout. Hein, parce que si elles veulent vraiment faire de la politique, passer par des études sérieuses, faire s'imposer déjà dans le milieu familial correctement et être aidée par les frères, les pères. Je généralise un petit peu, mais elles sont obligées de passer par ce milieu-là. Et ensuite, dans le milieu des hommes, elles partent armées, costauds pour se battre dans cette forêt, une jungle, moi je dirais. Hein. Alors, rien ne nous dit si, après ce qui vient d'arriver, ce drame, cet assassinat, car il n'y a pas d'autre mot, la mairie de Temixco, hein, c'était là qu'elle était élue maire, est-ce qu'il va y avoir une autre personne qui va se représenter? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Grande est la question. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions officielles pour l'instant. Il faut dire qu'ils ont arrêté un grand parrain de la drogue en même temps, dans la même semaine. Alors, c'est un petit peu... C'est une actualité qui a bousculé l'autre. Bon, peut-être. En tout cas, moi, j'encourage les Mexicains à continuer le combat, parce que justement, il faut peut-être prendre cette femme, c'est Gisela, comme un exemple qui a payé de sa vie son engagement. Bon, on sait que voilà, tous les pays... c'est une martyre. Hein. Tous les pays ne sont pas... Voilà, c'est une martyre. Bon, on sait qu'au Mexique, voilà, hein, les dégâts des trafiquants de drogue, c'est je ne sais combien de victimes, de milliers de victimes par an, des familles, des villages qui sont sous la contrainte, qui sont enlevés, enfin voilà, des prises d'otages. Voilà, c'était une femme, mère, assassinée pour son combat, pour sa lutte. Et nous tenions à lui rendre hommage dans cette actualité des femmes. Nous allons donc à présent parler de ce qui s'est passé au Nouvel An en Allemagne. En Allemagne, il y a eu des violences, et quand on dit violence, il y a aussi des viols.
Alors, Isabelle. L'Allemagne est vraiment sous le choc, hein, on peut le dire, depuis ces événements. On ne les a pas connus tout de suite, en plus. Hein, tout de même, ce qui est étonnant. Ça a été quand même un petit peu, voilà. Ça s'est passé donc la nuit du Nouvel An à Cologne, mais aussi dans d'autres villes, hein, on le sait peut-être moins. Et donc, évidemment, il y avait beaucoup de monde rassemblé. Et là, ça a été des scènes aussi, mais alors, de ce que les témoins racontent, ça a été effroyable. Les femmes se sont retrouvées à manifester pour fêter la nuit du Nouvel An et se sont retrouvées molestées, agressées. Il y a eu plusieurs viols avérés, alors peut-être d'autres. Hein. Et aujourd'hui, 516 plaintes officielles en justice contre ces agressions. Alors, une vingtaine d'agresseurs ont été interpellés. Et alors, ce qui fait débat, évidemment, c'est que 18 sur ces 22 interpellés sont des réfugiés, donc des migrants. Des migrants. Et on sait que l'Allemagne s'est beaucoup engagée, et Angela Merkel en premier lieu, pour accueillir ces migrants. Alors, évidemment, ça cause problème. On se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les Allemands sont inquiets? Les policiers, visiblement, étaient complètement débordés, ils n'ont pas pu venir au secours de ces femmes. Enfin, c'est incroyable, apocalyptique ce qui s'est passé cette nuit-là. Et le retour de bâton qui risque de se mettre en place aussi sur les migrants. Contre les migrants. Alors justement, Fatih Zébir, la question que nous nous posions en préparant cette émission, c'était pourquoi font-ils là ce qu'ils ne font pas dans leur pays d'origine, à savoir une femme passe, on peut la toucher, on peut la violer. Moi, je reste très sceptique quand même sur le nombre de viols. Oui. Moi, je reste très sceptique. Parce que je pense que le nombre de réfugiés est tellement important en Allemagne. Je me demande si l'extrême droite n'a pas joué un rôle là-dedans. Hein. Moi, je me place sur un plan politique. Absolument. Est-ce que l'extrême droite n'a pas récupéré cette histoire-là et éventuellement, pourquoi n'a-t-elle pas payé certaines personnes pour faire ce genre de travail? Vous savez, pour eux, c'est comme ça. Je n'y étais pas, mais à mon avis, je pense que... Moi, je donne un avis comme ça. Mais c'est dommage pour les migrants parce que c'est des gens qui ont tellement souffert dans leur pays. On était content de les recevoir dans toute l'Europe, les aider, se réinsérer. Et puis, puis on a ça le soir du jour de l'an. C'est très dur, c'est très dur. Même moi, en tant que femme, en tant que militante féministe, je suis très choquée. Très choquée. La question de fond, Lydie, je pense que c'est aussi la gestion de ces populations. Les accueillir, c'est formidable. Je pense que l'Allemagne, on ne peut pas lui reprocher ça. Au contraire, c'est vraiment formidable. Mais après, donc c'est des gens sur le terrain. Peut-être qu'il y a un manque de moyens au niveau des associations, de l'État. Enfin, il faut que ça suive après. Il faut gérer ces populations. Il y a des différences culturelles. Alors là, peut-être qu'en effet, c'était un climat festif. Il y avait du monde. Est-ce que... Tout le monde avait un petit voilà, après, il y avait peut-être ça. Ces hommes, ils arrivent là. Bon, on sait que aussi dans les camps de réfugiés, on le sait aussi en France. Il y a à Calais, et puis la jungle, celle qu'on appelle la jungle, on sait qu'il y a des femmes qui se font violer, des migrantes qui se font violer par des migrants. Donc encore une fois, c'est les femmes qui se retrouvent en première ligne. Hélas. Voilà. Et on voit à l'affiche de la manifestation Gegen Sexismus, Gegen Rassismus, contre le racisme et contre le sexisme. Quelque part, on dit que la lutte contre le racisme invisibilise souvent la lutte des femmes, le combat des femmes. Ces deux luttes. Les deux se rejoignent parce que c'est une forme de racisme aussi. Hein. C'est de la discrimination. Exactement, c'est une discrimination. Hein. Et c'est très dur à vivre. Et moi, pour revenir je le sur ce vis que très vous disiez durement. sur l'extrême droite, il y a eu cette manifestation de femmes, donc. Absolument. Mais à côté, il y a une grosse mobilisation du mouvement Pegida. On sait que c'est l'extrême droite allemande qui est en train de grimper dans les sondages. Donc attention, restons vigilants parce que ce genre d'événement peut être mal interprété. Et on peut le comprendre aussi de la part de la population allemande qui déjà estime faire un grand geste d'humanité en accueillant toutes ces populations. Voilà. Comme on le voit un peu sur les réseaux sociaux, un médicament à prendre dans ces cas-là, 3 fois par jour, un le matin, un le midi, un le soir, c'est du pas d'amalgame. Oui. Alors, c'est vrai. Nous allons parler des migrants. Jamais de surdose. Et jamais de surdose. Avec les migrants, nous restons toujours avec la Norvège. Donc, et votre commentaire aussi, Fatih, sur ce point-là, ceci expliquant cela, des cours de langue en Norvège pour, on parle en France d'alphabétisation, pour donner non seulement la connaissance de la langue aux migrants qui arrivent sur le territoire, mais au-delà, pour leur donner aussi des cours, on va dire, de civilisation, en leur faisant bien comprendre que ça n'est pas parce que les femmes sont en jupe courte ou en pantalon moulant qu'on a le droit de toucher. On touche avec les yeux et encore. Et encore. Oui, c'est
c'est bien de faire des cours de civilisation, mais je pense que les cours de civilisation, si on pouvait les faire déjà pour maintenir ces gens chez eux, c'est très important. Parce que ils sont pas... C'est pas de gaieté de cœur qu'ils sont venus en Norvège ou en Europe en général. Des femmes, ils en ont chez eux. C'est pas, ils ont l'habitude des femmes. Mais je trouve que je reste très sceptique, moi aussi, là-dessus. Parce que sur le résultat? Sur le résultat, c'est pas comme ça. C'est pas une question de civilisation. Alors là, si on parle de civilisation, on va vers les guerres de civilisation. Et non, c'est pas une civilisation. Il n'y a pas une civilisation supérieure à l'autre. Absolument pas. Mais n'y a-t-il pas une nécessité que chacun comprenne les causes culturelles du pays les dans causes lequel il se culturelles, trouve? Oui, je suis tout à fait d'accord. La culture en Afrique, la culture en Europe est différente. C'est vrai que... Mais là, avec, vous savez, avec tous les réseaux sociaux, avec les télévisions. Vous savez, en Afrique, il y a des télévisions dans tous les foyers, même s'ils n'ont pas à manger, ils ont une télévision. Et ils ont de l'info à manger. Et ils ont de l'info à manger. Et croyez-moi qu'ils sont, sur ce sujet-là, ils respectent quand même, ils ont du respect pour la femme et la famille. Alors, n'y a-t-il pas quand même une idée comme cela qui circule, qui voudrait laisser croire que en Europe, en Occident, les femmes sont... Faciles. Oui. Non, je n'osais pas dire faciles. le mot. Non, non, non. Libres. Non, c'est pas une question de liberté. Non. C'est le niveau d'éducation, c'est le niveau culturel qui est différent, c'est le niveau d'avoir à manger qui est différent, voilà, les centres commerciaux, tout ça, il n'y a pas en Afrique, il n'y a pas là où il y a les guerres, ils n'ont plus tout ça. Alors ils viennent, ils voient tout ça, mais voilà, c'est pas la civilisation. Isabelle. En Norvège, il y a des associations qui se sont un peu élevées justement contre ces cours en disant alors encore une fois on stigmatise les migrants. Absolument. Bon, les réactions sont partagées. Il y a ça et il y a aussi ceux qui trouvent bah, écoutez c'est bien malgré tout d'essayer d'expliquer à ces hommes qui arrivent en Norvège. Évidemment, c'est un choc culturel malgré tout en Norvège. Les filles dans sont... tous les sens, il ne fait pas aussi chaud que de déjà là où et puis voilà la vie est différente, la façon de vivre est différente. Les femmes sont libres d'aller où elles veulent. Et puis la femme n'appartient à personne. Elles sont totalement... elles vont en terrasse des cafés. Enfin, elles vont... Donc, bon, alors après, ça peut envoyer des signaux qui sont mal interprétés par ces populations. Ça peut être perçu comme des signaux. Voilà, même pas envoyé d'ailleurs. Qui viennent d'une culture différente, d'une religion différente aussi. Donc voilà, alors il faut... Je ne mélange pas la religion à ça. Non, mais je pense que ça peut... Tout ça... Parce que dans la religion, si on parle de religion, la religion quand même respecte les femmes tout en leur donnant une certaine... Il y a plusieurs interprétations. Il y a certains qui l'appliquent de manière différente. Alors, n'y aurait-il pas sur ce qui se passe dans les maisons et ailleurs... Sur ce point-là, l'idée qu'une femme qui, comme le décrivait Isabelle, s'assoit à une terrasse de café, est vêtue à une certaine longueur, voilà, n'y aurait-il pas... C'est l'éternel débat. L'idée qu'elle envoie des signaux, l'affaire de la jupe. Mais non, mais ça, c'est une question de mode. La journée de la jupe. Ouais, ça, c'est une question de mode. C'est comme celle qui porte le foulard ou le Est-ce que c'est tchador. perçu comme une provocation? Voilà, c'était ça la question. Moi, si la jupe est trop courte, s'il y a un décolleté, je ne trouve pas ça que ça soit une provocation. Moulant. C'est une question d'éducation de part et d'autre. Oui. Voilà. Le respect, tout simplement. Voilà. Après, donc voilà, peut-être des cours pour expliquer. Voilà, ici, on ne touche pas. Ça se passe comme ça. Voilà. Pourquoi pas? C'est un premier pas. On reste sceptique, mais moi, je prends plutôt le côté positif. Mais pas de civilisation. Non, oui, c'est plutôt voilà. Voilà, c'était le point donc sur la migration en Europe avec in fine ce qui concerne les femmes. Oui, Isabelle. Je crois que dans ces cours, il y a ça, mais il y a aussi, ils expliquent aussi ce que sont les violences sexuelles dont sont victimes les femmes. Et là, je pense qu'il y a de l'information et que plus on n'est jamais trop informé. Et voilà. Et pour ces migrants qui arrivent en Norvège comme ailleurs, eh bien, qu'ils soient informés de ce qui se passe et comment les femmes peuvent se retrouver victimes, c'est pas mal. Alors, nous allons partir, si vous êtes avec nous, merci pour votre fidélité. Nous sommes toujours dans l'actualité des femmes dans les Divas Écoute avec nos deux invités aujourd'hui. Nous partons en Syrie pour parler de Roukia Hassan, que l'on voit en photo, journaliste syrienne. Isabelle, je vous laisse porter ce sujet. Écoutez, on a eu l'info là en fin de semaine, jeudi dernier, sur le site de Terrienne. On a tout de suite voulu faire un papier sur cette journaliste, puisque on n'avait plus tellement de nouvelles d'elle. C'est une jeune femme, 30 ans.
On savait qu'elle avait été enlevée par Daesh donc, au mois d'août l'an dernier. Et bizarrement, bon, c'est une femme, pour être précis, donc elle vit à Raqqa, elle est née à Raqqa, elle va faire ses études à Alep, des études de philosophie, elle revient à Raqqa au moment où c'est assiégé, donc les combats font rage, et elle décide d'y rester pour raconter ce qui s'y passe. Et son moyen de raconter ce qui s'y passe, ce sont les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, etc. Et donc, elle sait les risques qu'elle encourt, puisqu'elle se sait menacée. Et malgré tout, elle est restée. Elle voulait raconter, avec en plus un style dans son écriture, avec de l'ironie, un espèce de détachement. Donc, voilà, elle regardait comme ça. C'est pas qu'elle les provoquait, mais elle dit, mais allez-y, faites vos horreurs. Moi, je suis toujours là. Et puis un jour, si je dois mourir, je mourrai. C'est ce qui s'est passé, sauf qu'on l'a appris donc bien plus tard. Visiblement, elle aurait été donc enlevée en août, puis exécutée au mois de septembre. Sauf que ceux qui l'ont enlevée ont décidé de jouer un drôle de jeu. Ils ont continué à faire fonctionner. Ils ont fait fonctionner leur page Facebook encore pendant plusieurs mois pour essayer de piéger ses amis. Pour essayer de remonter un peu la filière de ceux qui résistent dans cette ville. Donc voilà, c'est très choquant. On voulait lui rendre hommage aussi. Absolument. À cette jeune femme qui vraiment le disait, je mourrai, mais en tout cas, je garderai ma dignité. Voilà. Et alors, sa famille n'a pas... Alors, il y a eu un enlèvement. Sa famille, peut-être, ou son entourage immédiat, n'a pas fait circuler l'information. Parce qu'en même temps, quand il y a un site Internet qui fonctionne, on peut penser que la personne se met au vert et que finalement... Pour ne pas se mettre en danger non plus. Voilà, pour ne pas se mettre en danger. Fatih, alors, sur cet enlèvement, ce crime... Écoutez, moi, cette histoire, je l'ai su il n'y a pas très longtemps. Rokia, je ne la connais pas, mais je sais que c'est une femme qui, d'après ce qu'on m'a raconté, une résistante, une militante, et qui a tenu, qui a défendu. Je trouve que c'est une militante qui défend la cause des femmes. Et elle est morte pour ça. Et vous le résumez bien. Est-ce que cela... On parlait tout à l'heure de Gisela Mota assassinée parce qu'elle a été élue et parce que cela ne faisait pas... Que les femmes s'engagent en politique, qu'elles soient dans les médias. Oups, attention, ça va être chaud pour nous, bien sûr, si ça continue comme cela. Ou qu'elles soient militantes. Dans tous les cas, elles ne sont... Non seulement elles ne sont pas les bienvenues, mais on peut tout simplement risquer sa vie désormais. Voilà. Ben oui, ça a toujours été ça. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Quand on remonte à quelques années en arrière, en Algérie, ça a été pareil. Les premières concernées, ça a été les femmes. Ça a été les premières à être touchées. Excusez-moi. Et ça continue. Et je pense que sans le combat des femmes, je pense que les civilisations ne seraient pas ce qu'elles sont. Aujourd'hui, en 2016, c'est quoi les urgences pour le combat des femmes, d'après vous, Fatih? Que ce soit les femmes en Afrique du Nord et dans le monde, d'ailleurs. L'éducation. Oui. Beaucoup d'éducation, beaucoup d'éducation depuis tout petit. Encore que même en allant à l'école, c'est dangereux pour les filles. Je pense à Malala. Oui, mais justement, mais c'est pas il faut y accéder. Il faut y aller. Il faut se dire, bon, c'est important. Et puis, je trouve que, comme je le disais tout à l'heure, les hommes de la famille doivent jouer un très, très grand rôle pour imposer que leurs filles soient scolarisées et qu'elles aillent à l'école comme les garçons et la même chose. Parce que leur avenir, c'est l'éducation. En attendant le 6 février, qui est la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, nous allons quand même parler de l'excision, car il y a une actualité, c'est en Gambie. Isabelle. Alors, il y a du nouveau. Alors, bon, on va essayer de rester optimiste et positive. Donc, en Gambie, une loi vient d'être votée pour interdire l'excision. Donc la Gambie, si je ne me trompe pas, devient le 21e pays en Afrique à interdire officiellement donc l'excision, cette mutilation génitale féminine. C'est un bon pas en avant. Et le pas en arrière, c'était Fatih qui vous il reste beaucoup d'autres pays où c'est pratiqué et il y a aussi beaucoup... Enfin, voilà, je vous passe la parole. Alors, c'est un bon président, Fatih. Le pas en arrière, c'est que le président fait voter une loi contre l'excision, mais il oblige les femmes à porter le voile dans les administrations. Alors, vous voyez, une chose... on reprend de la main droite, on perd de la main droite. Voilà, ce qu'on donne de la main gauche, et puis voilà...
Et puis on sait combien il est difficile d'appliquer ces lois. Là, je crois que c'est 3 à 4 ans de prison, 1 200 € d'amende, ce qui équivaut à 3 mois de salaire facilement. Comment appliquer cette loi, honnêtement? Oui, à qui demande tant 1 200, 1 300 € de salaire? C'est aux exciseuses dont on sait qu'elles n'ont pas ce revenu-là, d'ailleurs. Donc bon, c'est un bon pas. Il y a un effet d'annonce, c'est sûr. Y a-t-il pas des élections? Je sais qu'il y a 20 millions de fillettes qui... Il n'y a pas une question électorale en lice? Mais c'est toujours comme ça, même en Europe, quand c'est la période électorale, on annonce beaucoup de nouvelles, mais une fois élu... C'est bien dommage de faire ça sur le dos des femmes et de ces millions de fillettes qui sont menacées d'être excisées dans ces prochaines années. Une certaine époque, on disait que c'était religieux, que soi-disant que c'était la religion musulmane. Mais c'est pas vrai, c'est une pratique pharaonique. Depuis toujours, elle a existé, même avant. Alors, c'était toujours... Par des femmes. Voilà. Sans vouloir les condamner, mais c'est vrai que... Alors, les hommes disent que c'est une affaire de femmes, de toute façon. Oui. Est-ce que c'est seulement une affaire de femmes? Non, c'est pas l'utilisateur final de la femme restant l'homme, on ne peut pas penser que... Mais de toute façon, pourquoi ça vient de l'époque pharaonique? Parce que les pharaons, quand ils partaient faire la guerre, ils disaient, bon, pour pas qu'elle me trompe, alors que c'est pas vrai, je vais... mutiler, et comme ça, elle sera que pour moi, alors que lui, il en a... Ça va la calmer. Et puis après, on a dit que c'était religieux, alors que ça remonte à très, très, très loin. Un coup de chapeau aux médecins qui pratiquent aussi les réparations. Exactement. Et qui ont aussi beaucoup de mal. Voilà, donc chapeau aux hommes aussi qui sont entrés dans ce combat. Même dans les viols, il y a beaucoup de médecins qui sont engagés là-dedans pour faire des réflexions, réparer les... Moi, j'ai vu pas mal de militants. Docteur Mukwege. Exactement. Alors, c'est l'occasion pour nous, dans l'actualité des femmes, de remercier ceux des hommes qui s'engagent auprès des femmes en faveur de la cause des femmes, toutes les situations qui leur font du tort. Nous allons, puisque nous parlons de l'intimité des femmes, terminer cette actu femme par les maisons de naissance en France. C'est un article que vous retrouverez, ainsi que ceux des points que nous avons abordés sur le site Terrienne. Les maisons de naissance en France, donc, une initiative pour, à titre expérimental, nous dit-on, des maisons de naissance, c'est-à-dire qu'il y a des sages-femmes désormais qui vont s'occuper des femmes. Par hôpitaux. Voilà, ça existe dans d'autres pays, en Autriche, en Australie, enfin pas mal de pays, pas du tout à titre expérimental. En fait, c'est pour se rapprocher de ces femmes qui sont en état de future maman et qui n'ont peut-être pas accès à l'hôpital. Ça existe et ça existe en France. Donc voilà. Alors, on sent que la France était quand même un peu réticente parce que bon, dans ces maisons, il n'y a pas de médecins, ce sont que des sages-femmes. Enfin bon, on sait que les sages-femmes, elles connaissent leur métier, on peut leur faire confiance, mais à 200%. Alors après, la condition, c'est que la grossesse soit pas pathologique, quoi. Enfin, qu'il n'y ait pas de soucis. Parce qu'en effet, là, pour le coup, il faudra prendre en charge la jeune femme et l'emmener à l'hôpital s'il y a jamais hémorragie, etc. Alors c'est un petit peu aussi ce qui explique aussi les réticences. Et encore un dernier mot, moi voilà, très bien, de toute façon, toutes les initiatives, moi je suis OK, mais à côté de ça, il y a plein de maternités qui ferment en France. Alors, je trouve ça bizarre. Alors justement, derrière ce jeu de passe-passe, n'y a-t-il pas une volonté, parce que on voudrait penser que si c'est une question de moyens, peut-être les maisons de naissance reviendraient moins cher à l'État que ne le coûtent les hôpitaux. C'est ça, c'est vraiment... là, non. Je ne sais pas, moi je reste très sceptique, je ne sais pas. Je trouve que quand même, à l'époque où on vit, je pense qu'ils ont dû prendre l'exemple des autres pays, parce que notre pays, la France, est très avancé sur le plan médical. Sur le plan médical, on a mis la grossesse comme étant un fait médical et non pas le fait d'accoucher. C'est pris en charge et je pense que c'est... Moi, je ne sais pas. Voilà, mais le milieu de la santé ne va pas très bien en France. Voilà. Donc, si la santé est malade, qui sera en bonne santé? Donc, bon, voilà. Mais en tout cas, si ça peut permettre des femmes qui... Mais c'est pas destiné à tout le monde, à toutes les femmes. Voilà, peut-être. C'est une avancée, en tout cas, pour certaines femmes qui en auront besoin. Donc, si la grossesse s'annonce compliquée, l'accouchement aussi, peut-être vaut-il mieux privilégier un hôpital, une clinique. Avec des moyens. Et des hôpitaux, et des médecins.
médecin, personnel. 24 heures sur 24. Ça coûte cher, Sous d'autres peut-être. cieux, on accouche arc-bouté à un arbre, on tient l'arbre bien oui, fort en dans ses Afrique, bras. oui, En Afrique, on pousse, on a une petite photo où, dit la femme dit, nous ne voulons plus accoucher avec, dans des conditions... souffre, Ça, voilà. oui, voilà. Hein. On a été mère et on sait ce que c'est. On a accouché, nous aussi. Hein. C'est pas facile. Hein. De par le monde, c'est sûr qu'on Ah oui. n'a pas la même Ah oui. vision. Mais en tout cas, Exactement. les femmes accouchent de la même façon. Hein. C'est ça. Exactement. Et Ça oui. peut bien se passer au Et- premier et les 2 autres ou 3 autres, ça passe très mal. Hein. Ça dépend. Hein. Avec Mais quand même c'est des quelque chose combats que féministes beaucoup de aussi, femmes hein, meurent en c'est- couche encore ouais. aujourd'hui au XXIe siècle, en Afrique notamment et dans les autres pays en voie de développement, ce qui n'est plus admissible parce que ce sont des choses que l'on peut éviter. On sait que quand les femmes, donc les futures mamans, sont prises en charge, enfin, il y a des études qui sont faites là-dessus, mieux ça se passe dans un pays, mieux le pays va. Exactement. Mais même économiquement, Exactement. et pour la population, etc. Donc ça, il faut aussi concentrer peut-être les efforts des pays là-dessus. Et toujours dans l'actualité, 3 femmes en Italie qui meurent en couche, 3 accidents successifs. Les bébés aussi perdent la vie, ce qui veut dire qu'il faut quand même revoir cela de très, très près. Rien ne vaut la vie. Exact. On va commencer l'année là-dessus. On va commencer l'année là-dessus. Je voudrais vous remercier toutes les deux d'avoir accepté de venir parler avec nous de l'actualité des femmes. Je rappelle, Isabelle Mourgère, que vous êtes journaliste sur TV5 Monde. On vous retrouve sur le site des Terriennes, les Terriennes qui s'engagent en faveur des droits des femmes. Merci à vous aussi, Fatih Zébir, d'avoir accepté notre invitation. Journaliste, c'est vrai, mais militante de terrain depuis longtemps d'ailleurs, et ça continue. C'est ce qu'on vous souhaite. J'espère. Merci encore et à demain, tout simplement, sur Lady vous écoute. Au revoir.